Monsieur Dufresne, s'il vous plaît, pour 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier le comité pour l'invitation, pour m'offrir l'occasion de venir m'adresser à vous aujourd'hui. Aussi préciser que nous allons présenter un mémoire qui va vous être mis d'ici le 7 octobre. Donc, il y a plusieurs références que je vais faire qui vont porter sur ce mémoire-là et vous pourrez retrouver aussi des sources d'informations complémentaires. Ma présentation d'aujourd'hui va porter sur 4 points. D'abord, vous présenter brièvement ce qu'est le mouvement Démocratie Nouvelle, parler de l'état de la mobilisation de la société civile au Québec, aussi vous partager quelques constats que nous pouvons tirer des multiples... Monsieur Dufresne, est-ce que je pourrais vous demander de parler un petit peu plus lentement pour le bénéfice des interprètes qui doivent vous suivre? Merci. C'est ça qu'on respecte beaucoup parce que c'est un très gros travail à faire, effectivement. Alors, pour reprendre rapidement, donc 4 points sur lesquels va porter ma présentation d'aujourd'hui. D'abord, vous présenter brièvement le mouvement Démocratie Nouvelle. Aussi, vous parler de l'état de la mobilisation de la société civile au Québec. Vous partager quelques constats que nous tirons des multiples consultations publiques qui se sont tenues au Québec. Et finalement, vous partager un peu notre vision du processus qui pourrait parvenir à une réforme électorale au fédéral. Alors, ce qu'est d'abord le MDN, le Mouvement Démocratie Nouvelle, c'est une organisation citoyenne non partisane, ou plutôt transpartisane, parce qu'elle rejoint des citoyens et des citoyennes de différents horizons politiques, des gens qui sont issus de différents domaines d'activité, que ce soit du niveau de l'éducation syndicale, entrepreneuriale, tous des bénévoles qui s'impliquent pour la cause de la réforme électorale. J'en suis moi-même un. Moi, dans ma vie de tous les jours, je suis entrepreneur, je suis président d'une agence de représentation, de maison d'édition à l'international. Donc, je ne suis pas un expert sur les modes électoraux. Je ne suis pas non plus un universitaire, un professeur qui... Encore plus lentement, d'accord. Donc, je ne suis pas un spécialiste, je disais, des modes électoraux. Mais je suis un citoyen qui s'engage pour la cause de la réforme électorale au même titre que mes autres collègues. Donc, le MDN a été créé en 1999. Suite à un renversement de la volonté populaire qui s'est produit au Québec en 1998, où le Parti libéral était arrivé donc premier en termes d'intention de vote, mais c'est le Parti québécois qui avait formé le gouvernement. Et comme organisation, on a donc regroupé plusieurs acteurs de la société civile. Nous avons participé à plusieurs consultations publiques au Québec, notamment en 2003, il y a eu les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. On parle de 1000 participants de différentes régions, en fait de toutes les régions du Québec qui ont participé à cette démarche. En 2006, la commission parlementaire chargée d'étudier un avant-projet de loi libéral qui portait sur un système proportionnel mixte compensatoire. Il y a eu plus de 2000 interventions, 86 % des interventions qui rejetaient le statu quo, qui demandaient une réforme électorale. En 2007, il y a eu, entre autres, un rapport du directeur général des élections du Québec sur le système proportionnel mixte compensatoire. À ce moment-là, il y a eu aussi une vingtaine de milliers de personnes qui ont signé une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Et à toutes ces étapes-là, le MDN s'est impliqué au niveau de la mobilisation des acteurs sociaux. Nous les avons impliqués dans un processus délibératif. En fait, le MDN est un peu un catalyseur des forces vives de la société civile, autant les organisations du milieu syndical, des jeunes, des femmes, des étudiants, du milieu communautaire. En fait, les principaux acteurs de la société civile ont été interpellés dans ces travaux-là. On parle d'organisations quand même qui représentent près de 2 millions de Québécoises et de Québécois. Ça, c'est un tiers des électeurs au Québec. Et on parle vraiment d'un processus délibératif. Ces organisations-là qui ont adopté des positions dans leurs instances et qui, donc, ont engagé un dialogue avec leurs membres sur cette question-là. Donc, ça s'est fait vraiment au fil de plusieurs décennies au Québec. Ce n'est pas un enjeu qui est nouveau. Les grands constats qu'on peut dégager de toutes ces consultations et des travaux du MDN, c'est que, bien entendu, plusieurs vous l'ont dit, le système doit être changé. Ça, c'est vraiment, il y a un consensus clair sur cette question-là. Il y a une préférence unanime, pratiquement, pour un modèle à finalité proportionnelle. Alors, vraiment, tout ce qui est système majoritaire à 2 tours, à vote préférentiel, c'est vraiment exclu de tout ce qui s'est fait comme travaux au niveau de toutes les consultations, tous les avis qu'on a pu avoir des principaux acteurs de la société civile.
Et en fait, l'idée, c'est de trouver une solution qui est appropriée dans un contexte où on a des partis politiques, il faut se le dire, qui reçoivent tous un appui minoritaire, il faut le dire, dans notre société. Donc, il faut trouver une solution qui est appropriée à ce contexte-là. Et donc, un système à finalité proportionnelle nous apparaît le mieux indiqué. On a même révisé nos principes qui guident nos démarches. Tout juste au printemps de cette année, on a fait une démarche où on a impliqué les principaux acteurs de la société civile, même l'ensemble des partis politiques provinciaux ont été impliqués, incluant le Parti libéral du Québec. Plusieurs principes importants qui sont ressortis de cette démarche. D'abord, que toute réforme devrait refléter le plus possible le vote populaire. Alors, on parle bien sûr d'une finalité proportionnelle, d'assurer un lien significatif entre les électeurs, les électrices et les élus. C'est revenu ici aussi. Viser une représentation équitable des régions, ou du moins ne pas perdre de poids politique pour les régions. Ça semble être un élément, comme vous savez, qui est très important. Favoriser la stabilité du gouvernement. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus vous présenter aussi qu'il existait ailleurs à l'international des mesures pour encadrer les motions de censure, pour éviter les renversements de gouvernements trop rapides dans des cas de modèle proportionnel. Aussi d'offrir un système qui est accessible dans son exercice et dans sa compréhension. Ça semble aussi être important pour les citoyens et les citoyennes. Et finalement, un cas vraiment important au Québec, c'est de contribuer à une meilleure représentation des femmes, des jeunes et des communautés de nos culturels. Ça, c'est revenu là, vraiment massivement dans tous nos travaux. On participe aussi, le MDN, au niveau fédéral, à l'Alliance pour que chaque électeur et électrice compte, qui regroupe là, des acteurs de partout à travers le Canada, qui ont des principes qui rejoignent sensiblement ceux que je viens de vous énoncer. On sait qu'il y a quand même plusieurs... encore plus lentement. On sait qu'il y a plusieurs objections que vous avez entendues dans les dernières semaines. On parle notamment des préoccupations au niveau du lien de confiance entre les citoyens et les élus, le risque des deux classes de députés dans les systèmes mixtes, les doubles candidatures, la prolifération des partis, la préoccupation pour l'imputabilité. Mais quand on voit toutes les personnes qui sont venues présenter, du moins une grande majorité, quand ils se fient sur des données probantes, sur des études empiriques de ce qui se fait à l'international, on voit clairement que ces préoccupations-là ne se retrouvent pas dans les endroits où ils expérimentent depuis des années, des fois des décennies, des systèmes à finalité proportionnelle. Et d'ailleurs, tout récemment, il y a quelques semaines, on tenait une activité à Montréal où on a invité des organisations comme la nôtre qui viennent de différents pays pour venir partager leur expérience sur la réforme électorale. Toutes les organisations qui sont venues, qui venaient de pays qui ont une tradition britannique, étaient toutes en faveur d'un système à finalité proportionnelle. Et nous n'avons trouvé aucune organisation qui militait pour le maintien d'un système majoritaire uninominal à un tour ou qui, dans d'autres pays, militait pour ça. Ça n'existe pas là, à l'international. Maintenant, dernier point pour notre avis sur le processus pour parvenir à une réforme électorale. Pour nous, c'est très, très important que tout processus ait comme première considération la légitimité que ça peut représenter aux yeux des citoyens et des citoyennes. On croit que c'est important que la population puisse s'exprimer, c'est vrai, mais il faut aussi permettre à la population, et je vais être bien cité, que la population puisse s'exprimer en faisant un choix confiant. Donc, de pouvoir vraiment s'exprimer en toute connaissance de cause. Et on croit que la meilleure façon de le faire, la façon optimale d'y parvenir, c'est de permettre à la population de l'expérimenter, d'essayer, de voir comment ça fonctionne, un système alternatif, et de pouvoir, à ce moment-là, évaluer autant les avantages, mais les inconvénients aussi de toute solution qui serait proposée. Et par la suite, nous, notre avis, c'est qu'après au moins 2, sinon 3 élections, de pouvoir là consulter la population par voie, ça peut être par voie référendaire, pour leur demander est-ce que vous préférez maintenir ce système qu'on vous propose ou revenir au système antérieur. Et là, ça permet, on croit, aux citoyens et citoyennes de faire vraiment un choix le plus confiant possible en sachant, en pouvant vraiment sous-peser, là, en l'ayant expérimenté, les deux options. Maintenant, comment arriver aux propositions? On croit qu'il peut y avoir, oui, que ce soit des commissions d'experts qui peuvent se pencher sur les différents modèles qui peuvent exister et voir lesquels sont le mieux en adéquation avec les principes que la population porte. On
On sait qu'il peut y avoir aussi, ça s'est déjà fait, des formes de jurys citoyens où il y a des citoyens qui peuvent s'exprimer sur les recommandations qui ressortiraient du comité pour permettre par la suite d'appliquer ça dès les prochaines élections. En conclusion, je crois qu'on a ici une occasion unique qui vous est présentée de réaliser un réel projet de société qui peut marquer l'histoire du Canada et dont vont bénéficier les générations à venir. Je crois que vous avez le pouvoir qui vous est donné et même le devoir, je dirais, de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune Canadienne ou Canadien qui doute de la valeur de leur vote quand vient le temps d'aller voter, parce qu'on croit que quand la démocratie l'emporte, au final, peu importe quel parti forme le gouvernement, c'est l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui en ressortent gagnants. Merci. Merci beaucoup, M. Dufresne. Monsieur Boulris. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à nos témoins d'être ici aujourd'hui dans cette importante étude en amenant des positions différentes, mais très intéressantes les unes les autres. Je vais commencer mon questionnement à M. Dufresne. La démarche dans laquelle vous vous inscrivez est assez intéressante dans le sens où il semble y avoir un puissant mouvement assez large dans la société civile québécoise en faveur d'un changement du mode de scrutin, mais un changement assez profond aussi vers une finalité proportionnelle. Vous n'avez pas utilisé un mode de scrutin précis, mais la finalité proportionnelle semble faire un assez large consensus dans tous les groupes que vous nous avez nommés tantôt. Selon vous, parce qu'il y a plusieurs manières d'atteindre cette finalité proportionnelle. On peut avoir un système où on vote pour un député local, puis on a un système de liste, comme on le voit en Allemagne. On peut aussi avoir un autre système où on a des circonscriptions plus larges, plus plurinominales, où on a 3, 4, 5, 6 députés qui représentent la même région. Vu la géographie de la Fédération canadienne, est-ce qu'il y en a un des deux systèmes qui, selon vous, serait plus approprié pour les besoins de nos citoyens? Merci beaucoup pour la question. En fait, pour y répondre, je ne vais pas vous partager mon opinion ni mon impression, mais plutôt le fruit des délibérations d'organisations de la société civile, comme je le disais, qui représentent au moins près de 2 millions de Québécoises et Québécois. Il semble y avoir vraiment un consensus au sein de la société civile québécoise, du moins, autour d'un modèle proportionnel mixte compensatoire. C'est ça vraiment qui rejoint, je vous dirais, le plus vastement l'appui des organisations de la société civile. Et c'est aussi ce qui a été le plus travaillé, je vous dirais, dans tous les travaux qui ont été faits au Québec, notamment le directeur général des élections du Québec qui a évalué l'application de ce système-là au niveau provincial, c'est vrai, pour le Québec, mais il faut comprendre que le Québec aussi a un territoire très vaste au niveau des circonscriptions, ce qui peut trouver un parallèle avec le Canada. Et c'est vrai qu'il y a une préoccupation au niveau de la représentation des régions, des circonscriptions, parce qu'avec un système proportionnel mixte, on parle d'avoir possiblement, si on veut maintenir le même nombre de sièges, des circonscriptions qui devraient être un peu plus grandes pour pouvoir avoir des sièges de compensation. Maintenant, moi, j'inviterais le comité à s'intéresser aux travaux d'une de nos organisations sœurs qui s'appelle Fair Vote Canada, Représentation équitable au Canada, qui, dans leur mémoire qu'ils vous ont déposé, présente aussi une alternative, un système qui permettrait de maintenir le plus possible la taille des circonscriptions en région pour justement éviter d'avoir un désavantage au niveau des régions. Et dans leur cas, si on parle d'au plus 10 à 15 qu'on pourrait même avoir d'augmentation de circonscriptions régionales et d'avoir une combinaison avec un mode de VUT dans les milieux urbains. Donc, il existe des possibilités comme ça qui pourraient être étudiées, mais aussi, on croit que ce qui est très important, c'est qu'au niveau des régions, que chaque région maintienne son poids politique, donc d'avoir des députés de circonscription, mais aussi des députés de compensation affectés aux régions, ce qui fait qu'au final, les régions maintiendraient le nombre de députés pour maintenir un poids politique. Vous avez abordé la question de la représentation, le poids politique, la présence des régions. C'est souvent une crainte que des gens ont quand on veut modifier le système de scrutin actuel. Une autre crainte qui est souvent entendue, à tort ou à raison, c'est la perte de lien direct entre l'électeur et son représentant local. Comme on dit chez nous, ils aiment bien ça, savoir qui appeler quand ils veulent se plaindre. Est-ce que, selon vos études, ce que vous avez entendu, un système proportionnel mixte permet de conserver ce lien-là physique presque entre l'élu et puis ses constituants?
En fait, des études qu'on a vues et de ce qui même vous a été présenté ici, il n'y a rien qui démontre vraiment une perte de ce lien-là dans les pays qui utilisent un système comme celui-là. Il n'y a pas d'impression de perte de ce lien-là, mais je vous dirais encore plus, nous, on croit que ça peut même donner plus de pouvoir aux citoyennes et aux citoyens. Ça leur permet, par exemple, dans une région où on a des sièges de compensation de différents partis, bien là, un citoyen, une citoyenne peut arriver et il y a plusieurs accès au pouvoir. Donc, on vient vraiment, effectivement, jouer un peu sur la culture politique parce qu'on vient changer un peu les rapports que pourraient avoir les citoyens avec leurs élus, mais c'est dans l'intérêt des citoyennes et des citoyens. C'est pour leur donner encore plus de pouvoir, plus d'accès à leurs élus, et ça, on croit que c'est dans l'intérêt de la société et des citoyens et des citoyennes. On passe maintenant à M. Thériault. Messieurs, j'ai entendu personne me dire que pour changer les règles démocratiques d'une société, il faut le faire correctement. La position du Bloc québécois, c'est de dire qu'on veut un changement, pas n'importe lequel, pas n'importe comment, et qu'à ce titre-là, il faut prendre le temps et compte tenu du fait que tous les experts nous ont dit qu'aucun système n'est parfait, qu'ils représentent tous des avantages et des inconvénients, il n'appartient pas de jouer à la représentation avec un dossier aussi important et de prétendre qu'on sait pour le peuple ce qui est son bien. Et à ce titre-là, nous pensons qu'il faut absolument, même si on ne peut pas le faire à part dans le présent mandat, et c'est dommage, le temps nous manque, que si on faisait ce débat-là et qu'on le poursuivait et qu'on arrivait à définir un modèle qu'on présenterait à la population pendant le prochain scrutin, que cela est un gage de réussite beaucoup plus grand que la précipitation et les positions qui risquent d'être divergentes. En d'autres termes, pourquoi dire que c'est par l'expérience qu'on va y arriver alors qu'il faut que la population puisse l'entériner minimalement si on veut que ce soit durable? Oui, merci beaucoup, M. Thériault, pour la question. Écoutez, je pense que vous l'avez dit, justement, c'est un choix qui est important, c'est un choix qui va être durable, on le souhaite, c'est un choix qui a un impact profond sur la façon qu'on va faire notre démocratie. Donc, on croit que c'est important, justement, que les citoyennes et les citoyens soient le plus confiants possible quand viendra le temps de faire un choix à dire est-ce qu'on souhaite préserver le système qu'on a utilisé depuis des siècles ou est-ce qu'on est prêt à adopter un système qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde et qu'on croit qu'il serait mieux pour le Québec, du moins le Québec et le Canada. Et pour nous, il nous semble évident que la façon optimale de le faire, si c'est ce qu'on cherche, c'est de respecter le mieux possible les électeurs et les électrices et de leur offrir la possibilité de vraiment faire un choix en toute connaissance de cause, parce qu'on pourrait bien tout expliquer ce qu'on voudra, mais la meilleure façon, c'est bien entendu de l'expérimenter, de voir les avantages, mais aussi les inconvénients, d'être en mesure d'expérimenter ça et de dire, bon, ben finalement, on croit qu'un système est peut-être préférable, celui qui est proposé, qui serait le fruit d'un travail, bien sûr. Excusez-moi, je vous interromps. Je voulais entendre aussi d'autres... Oui, on est rendu à quasiment 5 minutes. Est-ce que vous pourriez reprendre? Est-ce qu'il me reste 1 minute, quoi? Non, peut-être 25 secondes. Je vais la garder pour, Parfait, merci. Je vais la garder pour la prochaine ronde de 25 secondes. Merci. Et on va passer à M. Reyes. Merci aux 3 témoins qui sont présents avec nous aujourd'hui. Ma première question s'adresse à vous, M. Dufresne. Vous avez commencé dans votre introduction par des mots assez forts que j'ai notés, où vous mentionnez que vous avez trouvé personne qui était prêt à défendre le statu quo. Je pense qu'aujourd'hui, vous en avez trouvé une pour vos prochains événements. Et que de façon unanime, vous avez bien pris le terme unanime, toutes les personnes que vous avez consultées, les gens que vous avez rencontrés dans vos différents événements, débats, échanges, étaient tous en faveur d'un mode proportionnel. Et encore là, vous avez quelqu'un à votre gauche, je pense, qui défend un autre point. Je trouve ça assez spécial, honnêtement, parce que vous vous revendiquez comme un grand rassemblement d'une très, très grande majorité de citoyens au Québec qui prônaient le mode que vous présentez. J'aimerais savoir une question très simple, parce que tantôt, ça vous a été posé par mon collègue à gauche, puis
Je pense que vous avez arrêté avant de... Vous n'avez pas eu le temps de finir. Seriez-vous d'accord, à la fin, une fois que le processus du comité a été fait, qu'il y a une proposition qui soit mise sur la table, pensez-vous clairement que l'on devrait consulter l'ensemble de la population par voie de référendum pour s'assurer que cette option-là qui est sur la table est un bon choix et qu'on devrait changer notre mode de scrutin? Merci beaucoup pour la question. Peut-être effectivement apporter quelques clarifications. Quand je parlais qu'on rejoint un vaste consensus, je ne parlais pas d'individus, je parlais d'organisations de la société civile. Donc, quand on travaille, c'est avec des organisations qui ont des procédures délibératives, qui adoptent des positions suite à des débats au sein de leurs instances. Donc, c'est vraiment, je comprends qu'il puisse y avoir des individus qui ont des opinions personnelles, effectivement. Nous, on parle vraiment d'organisation de la société civile. C'est pour ça que je disais qu'il y avait vraiment un vaste consensus autour de cette question-là. Et quand je disais unanimité, c'est vraiment au niveau des organisations qui s'impliquent pour, effectivement, une réforme électorale. C'est au niveau de la finalité proportionnelle. Ça, c'est clair, là. Ça, c'est toutes les organisations qui s'impliquent, du moins au niveau québécois, par rapport à cet enjeu-là. C'est vraiment une position claire là, en faveur d'une finalité proportionnelle. C'est vraiment ça, là, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien. Maintenant, sur votre question pour le processus de consultation, moi, j'ai bien apprécié là, les commentaires qu'on a dit un peu plus tôt sur la notion un peu de conflit d'intérêt que M. disait à mon couvert, qu'il y a une nécessité un peu que les élus, qui, oui, sont ici pour débattre de cette question-là, mais qu'en même temps que l'issue du débat vient influencer directement leur possibilité de se faire réélire, possiblement, puissent se retirer d'une certaine façon de la décision finale et donc d'impliquer effectivement la population dans le processus. Maintenant, ce que je disais aussi, c'est, et je n'ai pas entendu d'argument qui était contre l'idée de permettre aux citoyens d'expérimenter une solution qui rejoint un vaste appui au sein de la société civile et de pouvoir la mettre en pratique et ensuite de s'exprimer. Absolument. Merci. Monsieur Dufresne, ma question est extrêmement simple et j'aimerais entendre les deux autres témoins par la suite. À la fin du processus, ma question, j'entends ce que vous avez dit. Est-ce que vous seriez en faveur? Est-ce que vous pensez que ce serait la bonne façon de s'y prendre, de consulter l'ensemble de la population canadienne avant de mettre en place un nouveau mode de scrutin? Oui ou non? On croit qu'il faut pouvoir respecter les citoyens et les citoyennes et la meilleure façon de les respecter, c'est leur permettre de faire un choix confiant. Et la meilleure façon, selon nous, de faire un choix confiant, c'est de pouvoir être en mesure de sous-peser les avantages et les inconvénients en ayant vu l'impact que ça peut apporter sur la culture politique. Parce qu'on le dit, c'est un changement important et effectivement, il faut qu'on puisse voir dans quelle mesure ça va avoir une incidence sur la façon que la politique se fait. Et ça prend au moins, nous on dit au moins 2 élections, mais il faut au moins voir comment ça peut être mis en place et par la suite faire un choix éclairé. Absolument, on est tout à fait pour donc, que la population s'exprime. Moi, je vais continuer, vous ouvrez la porte. Qu'est-ce que vous dites aux différents sondages qui démontrent que plus de 60, 70 jusqu'à 73 de la population, dont plus de 60 au Québec, dans les derniers sondages, disent qu'ils seraient en faveur d'un référendum pour faire le choix, quand près de 50 des témoins experts, donc tantôt vous disiez que vous n'étiez pas un expert, vous représentiez un regroupement, des professeurs d'université, des experts dans le domaine, plus de 50 sont en faveur ou très en faveur que l'on passe par un référendum avant de procéder. Vous êtes une organisation qui se dit démocratique, qui souhaite plus de consultations, qui réclame plus de consultations, plus de participation citoyenne. Donc, je comprends que vous ne seriez pas d'accord avant qu'on instaure le système. Vous dites après X années, 2 élections, 3 élections, on re-questionnera à ce moment-là. C'est ça? Très rapidement. Au niveau des sondages, effectivement, un sondage pas très... oui ou non? Juste oui ou non? Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'on puisse permettre à la population de s'exprimer en toute connaissance de cause. Et c'est ça qu'on croit qui est la meilleure solution. Monsieur Lawin, Monsieur Maskin, rapidement. Non, malheureusement, il ne reste plus de temps. Donc, je me reprendrai à ma prochaine période. Merci. Président, il est clair à entendre les différents experts qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas de système électoral qui ne va pas induire un biais quant au vote stratégique. Il s'agit de valeurs, et à partir des valeurs qu'on privilégie, à ce moment-là, on fait un choix. Tous les systèmes ont des inconvénients. Moi, ce qui mérite un petit peu, ce qu'on peut attendre d'un mode de scrutin, c'est qu'il ne vienne pas gommer ou oblitérer la réalité et la dynamique
politique réelle d'un territoire donné. Alors, quand la ministre vient, ou quand mon collègue d'à côté de droite prétend que 1993, c'est une des raisons pour lesquelles il faudrait changer de mode de scrutin parce que ça a donné lieu à un régionalisme, je ferais remarquer que c'est peut-être heureux que le système actuel, c'est peut-être son seul avantage qu'il a eu dans l'histoire du Canada, a pu permettre que la dynamique politique canadienne et québécoise, après un échec de Meach, après un échec de Charlottetown, puisse faire en sorte que les deux voix qui étaient exprimées dans ces moments importants de l'histoire québécoise et canadienne puissent se refléter au Parlement. Et si on veut réduire à une région géographique la réalité québécoise, je pense qu'on se trompe. Et les pères fondateurs, en 1867, dans les discussions qui ont mené à l'organisation de notre parlementarisme, indiquaient qu'il ne fallait pas justement oblitérer l'identité nationale du Bas-Canada. Alors, si on veut un mode de scrutin sur mesure au Canada, il faudrait qu'on me dise de quel Canada on me parle, celui d'après 82 ou celui de 1867. Ceci étant dit, au-delà de ça, je pense qu'en entendant ce que vous dites sur le pluralisme idéologique, il y a un problème. Vous dites, oui, il y aura un écart et un petit parti pourrait former le gouvernement avec un noyau plus grand. Mais écoutez, c'est ça le pluralisme idéologique. En quelque part, si le pluralisme idéologique, c'est ce qui est choisi par la population pour faire en sorte que, de façon claire, les gens puissent aussi accéder à un moment donné à la gouvernance. Un petit parti représente les gens qui ont voté pour lui et la plateforme électorale, si elle est compatible avec le projet que veut mettre en place le menu législatif du plus grand parti qui a eu plus de voix, je ne vois pas en quoi cela est problématique au sens mathématique du terme. Comprendre le pluralisme idéologique ne se réduit pas à la mathématique et je pense qu'il faut dépasser ça. Cela étant dit, je ne comprends pas, et je suis sympathique au mouvement Démocratie Nouvelle, mais je ne comprends pas que vous ayez patiné à 2 reprises sur la question de mettre le peuple dans le coup. Et moi, je pense que pour que le peuple ait confiance, il faut que maintenant il soit partie prenante de la décision et que pendant tout le temps qu'on aura, pendant les 4 ans, qu'il puisse arriver et arbitrer lui-même pour qu'on puisse dépasser le caractère partisan, dépasser l'aura des experts et aussi des initiés. Vous représentez des initiés, M. Dufresne, et grand bien, c'est parfait pour notre démocratie parce que vous allez nous éclairer. Mais le peuple, lui, quand je descends dans la rue, là, et quand j'ai visité les gens, ils n'ont pas aucune idée de ce qu'on fait ici. Et le mandat que nous avons, c'est de consulter ces gens-là et non pas de décider à leur place, comme certains experts sont venus nous dire. La démocratie est trop importante, je caricature, mais presque pas, est trop importante pour la laisser entre les mains du peuple. Alors, moi, je pense que vous devriez revoir votre position sur le fait que si on veut que les gens aient confiance envers l'institution, on a beau être pressé, on va arriver à rien, puis on va aboutir chacun dans nos camps, puis ça va aboutir à rien, cette réforme-là, si on ne met pas le peuple dans le coup. Puis pour le mettre dans le coup, il faut le laisser trancher la question. Oui. Écoutez, merci de votre commentaire. Écoutez, puis pour que ça soit très, très clair, je veux aussi faire un clin d'œil à des commentaires précédents. On a très confiance en la capacité de discernement de la population, en l'intelligence des Canadiennes et des Canadiens, absolument. Ce que je vous demande, c'est n'adhérez-vous pas à l'idée qu'il serait souhaitable de permettre aux citoyennes et aux citoyens de s'exprimer dans les meilleures conditions, en ayant la meilleure possibilité de sous-peser les tenants et aboutissants des propositions qui sont sur la table. N'adhérez-vous pas à cette idée? Absolument. Mais donc, vous seriez d'accord avec cette proposition? Non, mais cette idée fait en sorte que, en bout de ligne, le 1er décembre, moi, ce serait que la première phase qui est terminée et on continuerait tout ce processus-là pour aboutir avec un modèle précis duquel on irait consulter la population. Mais la population doit, et je pense que pendant une élection, ça s'est fait ailleurs dans le monde. Je pense qu'elle peut, à ce moment-là, trancher et les gens auront, sur le terrain, eu le temps de mettre les gens dans le coup. C'est pour le peuple qu'on fait ça. C'est pas pour les initiés, ni les experts, puis ni pour les politiciens, mais surtout pas. Et un compromis pourrait être la notion de jury citoyen. Je vous inviterais vraiment à considérer ça. C'est une façon, un arbitrage ici pour permettre à des groupes de citoyens qui peuvent être pris aléatoirement
pour s'exprimer sur ces questions-là. Et je trouve que ça rejoindrait absolument vos préoccupations et celles des messieurs conservateurs. Monsieur Dufresne. Je voulais parler un peu des autres principes directeurs dont on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui. La participation au processus démocratique, l'accessibilité, l'inclusivité, l'intégrité, la représentation locale. On a parlé beaucoup du mode de scrutin pour éliminer certaines distorsions, mais quelles sont vos recommandations par rapport aux autres principes? Je crois qu'au niveau des principes que vous soulevez, moi, notre organisation n'a pas de position ferme sur les questions de vote obligatoire ou de vote électronique, donc, et ma position personnelle n'est peut-être pas très pertinente pour le comité. Par contre, je voudrais simplement revenir rapidement sur le fait qu'il existe beaucoup d'études sur ce qui se fait ailleurs à l'international et tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, par rapport au modèle à finalité proportionnelle, il y a des effets. Les effets, lorsqu'ils peuvent être négatifs, sont somme toute marginaux. Hein. On n'a pas vraiment de données qui peuvent appuyer là, de grands effets négatifs. On disait que des fois, ça peut varier d'une étude à l'autre, mais c'est quand même assez minime comme variation. Et il y a quelques effets positifs qui sont minimes. Bon, donc c'est un peu ça le portrait comme on voit. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que le risque de mettre en place une alternative et de l'essayer, il n'est pas immense. Hein? On se fie sur l'expérience et avec le respect que j'ai pour mes collègues ici, je crois et notre organisation croit qu'il faut vraiment miser sur l'expérience, de voir quels sont les modèles qui ont fait leurs preuves. Ce n'est pas une entreprise dans laquelle on peut essayer des choses ou tenter, improviser. Basons-nous sur les meilleures pratiques. Je pense qu'en tant que Canadiennes et Canadiens, on peut aspirer à se doter d'un système qui est basé sur les meilleures pratiques. Et ça, on a l'expérience internationale qui soutient ça. Et quand on dit que notre système actuel a beaucoup de mérite, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 85% des pays industrialisés, membres de l'OCDE, qui ont un système à finalité proportionnelle. Donc, je pense qu'il faut aussi reconnaître ça, qu'il y a plein de pays qui sont des leaders dans le monde, qui ont une économie très florissante, qui ont un système à finalité proportionnelle et dont on peut s'inspirer. Et en terminant, quand on dit certains commentaires par rapport au fait que ce serait un trop grand saut, il faut dire qu'il y a eu d'autres pays qui l'ont fait, ce saut-là. En Nouvelle-Zélande, je pense que ça serait un peu d'envoyer le message, justement, qu'on prétend que les Canadiennes et les Canadiens ne seraient pas en mesure de faire ce saut-là. Je crois qu'ils valent autant que des Néo-Zélandais et des Néo-Zélandaises et qu'ils ont cette capacité à pouvoir aussi s'adapter à un autre modèle dans la mesure où c'est basé sur les meilleures pratiques. Monsieur. J'aimerais continuer avec vous. Vous citez régulièrement la Nouvelle-Zélande. Vous nous avez parlé du grand nombre de personnes autour de vous, des différents organismes que vous présentez de façon unanime proposent la proportionnelle. Mais ce que vous oubliez de dire dans le cas de la Nouvelle-Zélande, dans votre citation tantôt, c'est qu'ils sont passés bel et bien par un référendum avant pour s'assurer de la légitimité du processus qu'ils mettaient en place et le changement du mode de scrutin. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Absolument. Quand vous disiez tantôt qu'on devrait tester un mode de scrutin et après, par la suite, poser la question aux citoyens, donc j'imagine après 2 élections, 3 élections, est-ce que c'est ça que vous proposez exactement? C'est une combinaison de plusieurs éléments, mais ça en partie, oui. Donc, votre proposition que vous feriez au comité, c'est de dire après 2 élections, on questionnerait la population par voie de référendum pour savoir s'ils veulent maintenir ce nouveau mode de scrutin ou retourner au statu quo, qui était en ce moment le mode uninominal à un tour? Exact. Exact. Qu'est-ce qui fait qu'on devrait aujourd'hui, le comité, pencher plus par votre mode de scrutin quand j'entends des arguments aussi solides, sinon plus, d'experts dans le domaine qui nous amènent des références, des exemples comme quoi il n'y a aucun mode de scrutin qui est parfait et qu'on devrait pencher plus cet essai-là avant même d'aller chercher la légitimité de la population avant de le changer, d'après vous? Oui, merci. Écoutez, vous avez tout à fait raison et nous, on croit qu'il faut que la population puisse s'exprimer sur cette question-là. Absolument, je veux réitérer ça. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est une combinaison d'éléments. Et je crois qu'on peut se rejoindre sur l'idée, et je crois là, que vous chérissez l'idée que la population puisse faire un choix éclairé sur cette question-là. Pour nous, ça, c'est très important et que ça ne relève pas uniquement des élus. Je pense que ça, on semble s'entendre là, clairement sur ça. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de voir quelle serait la façon la plus optimale
optimal de faire ça. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait quelque chose. Au Japon, ils ont fait quelque chose. Donc, il y a eu différentes expériences un peu partout. Et comme plusieurs aussi se plaisent à dire, au Canada, on a une réalité particulière. Pourquoi ne pas avoir un processus particulier aussi au Canada? Et selon nous, la façon optimale, ce serait, oui, que les citoyens soient au cœur de cette décision-là, mais on croit que ce qui peut ressortir de ce comité-là, l'idée d'avoir ce que je mentionnais tantôt, des jurys citoyens, d'avoir des citoyens qui peuvent être choisis de façon aléatoire, qui se penchent sur les recommandations du comité, qui puissent comme ça dire, bon, ben, est-ce qu'en ayant accès à de l'information objective, parce qu'on le sait, hein, il y a des gens qui sont intervenus qui ont dit que souvent les référendums, ça peut aller dans différents sens aussi, dépendamment de comment Tout à fait, dans le sens de la population. Dépendamment comment la question est formulée. Donc, nous, d'avoir des jurys citoyens qui peuvent regarder objectivement la situation. Est-ce que vous avez un exemple d'un pays qui a changé son mode de scrutin avec ce système-là de jury? Pouvez-vous nous en nommer un? Nous, on cherche, nous, la Canadian Way, et je pense que ça peut être une façon qui, au Canada, peut s'assurer d'avoir, oui, de retirer la décision uniquement des mains des élus, ce qui est une préoccupation, et de maintenir la décision finale entre les mains des électeurs et des électrices, ce qui est aussi votre préoccupation. Alors, donc, on cherche ici un arbitrage. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde pour changer le mode de scrutin qui utilise ce système de consultation? Pas cette combinaison. Donc, vous voudriez qu'on teste cette combinaison-là pour changer l'élément fondamental de notre démocratie au lieu de consulter l'ensemble de la population. Quand je tiens à souligner que dans tous les sondages qui ont été faits, et vous vous dites un organisme qui veut consulter, qui cherche à avoir l'opinion de la population, plus de participation citoyenne, plus de 60 au Québec et près de plus de 70, je veux dire, pour être sécure, de la population disent qu'ils souhaitent pouvoir s'exprimer par voie de référendum pour pouvoir dire si oui ou non ils veulent changer de mode de scrutin. Et on est pour. On est pour. Alors, pourquoi pas faire cette promotion-là de quelque chose qui a fait ses preuves ailleurs, au lieu d'aller tester quelque chose sur quelque chose d'aussi fondamental, si vous voulez vraiment arriver à votre fin? Oui, en fait, la question serait de savoir de quoi avons-nous peur de permettre aux citoyens de l'essayer? Et de quoi avons-nous peur de faire confiance aux citoyens, après l'avoir bien informé, après que le comité ait fait tout son travail, de pouvoir lui laisser cette opportunité de s'exprimer sur une... Et là, on n'est pas en Californie où on a des référendums sans arrêt. On parle dans un pays où il n'y en a pas eu beaucoup, à ma connaissance en tout cas. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on a peur? Si on est si convaincu que notre système est bon, celui que vous vendez, qu'est-ce qui nous fait peur d'aller poser la question aux citoyens? Très brièvement. C'est de leur poser la question, mais justement dans les meilleures conditions possibles. Parce que moi, on cherche la façon optimale de le faire. Recommandons le comité de donner les moyens au gouvernement de faire la sensibilisation nécessaire et la population tranchera par la suite. Oui. Et s'il y a tant de partis qui y croient, ces partis-là feront leur propre promotion à ce moment-là. Merci.